Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité, ce vendredi, le président de la République s'est entretenu avec la ministre déléguée aux Affaires étrangères du Nigeria, porteuse d'une invitation pour le premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest prévu du 20 au 21 juin prochain à Abuja. Alassane Ouattara a aussi reçu le chef de la mission d'évaluation électorale de l'Union africaine pour la Côte d'Ivoire. Les échanges ont bien évidemment porté sur la présidentielle du 25 octobre. L'organisation de jeunesse IYF a officiellement lancé ce vendredi les activités de son département anti-drogue. C'était au cours d'une conférence organisée dans la commune de Cocody. Des témoignages poignants sur les méfaits de la drogue et une sensibilisation étaient au menu de cette cérémonie. Et puis, les pluies torrentielles qui ont frappé l'Afrique du Sud en début de semaine, provoquant des inondations et des glissements de terrain, ont aussi fait des morts. Le dernier bilan fait état de 78 personnes décédées. On en parle en toute fin de journal. Deux mots, économie et politique. Voilà ce qui ressort des deux audiences accordées ce jeudi par le président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a d'abord échangé avec la ministre déléguée aux Affaires étrangères du Nigeria, porteuse d'une invitation pour le premier sommet économique d'Afrique de l'Ouest. Il se tiendra à Abuja du 20 au 21 juin 2025. Et après sa tournée auprès des acteurs politiques et de la société civile, le chef de la mission d'évaluation électorale de l'Union africaine pour la Côte d'Ivoire a été reçu par Alassane Ouattara. Au cours de leur discussion, la prochaine présidentielle du 25 octobre 2025. Pierre Dipomela. Agenda chargé pour le président de la République Alassane Ouattara, qui a en fin de matinée reçu Bianca Odumegu Ojukwu, ministre déléguée aux Affaires étrangères du Nigeria. Elle portait une invitation du président nigérian Bola Ahmed Tinubu, conviant à prendre part au premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest, prévu du 20 au 21 juin prochain à Abuja. Un sommet qui vise à poser les bases d'un nouveau pacte économique ouest-africain, articulé autour d'un programme structurant de coopération régionale, de développement durable et de souveraineté économique. Ce sommet a pour objectif de rassembler les enfants de l'Afrique de l'Ouest afin de mettre en place un agenda pour plus de prospérité dans la zone et également afin d'instaurer un dialogue portant sur la liberté de mouvement et des personnes et des biens au sein donc de la région ouest africaine et également afin d'encourager les investissements directs entre nos populations. Nous plaçons un grand espoir en ce sommet qui va pouvoir également, accélérer la mise en place de l'autoroute entre Abuja et Lagos, qui est un projet qui nous tient à cœur. Après l'émissaire nigériane, le président Ouattara a échangé avec le chef de la mission d'évaluation électorale de l'Union africaine pour la Côte d'Ivoire, Mahamat Sahel Anadif, qui a félicité le chef de l'État pour ses actions en faveur de la stabilité de la sous-région et réaffirmé la disponibilité de l'Union africaine à accompagner notre pays pour le bon déroulement de l'élection présidentielle d'octobre prochain. La sous-région CEDEAO traverse une zone de turbulence. Vous savez tous le rôle que joue la Côte d'Ivoire au sein de cette sous-région. Et il est important de sauvegarder les acquis au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que j'ai eu à le dire que si demain la Côte d'Ivoire éternise, c'est toute la région qui risque d'être enrhumée. Et il faut éviter à la sous-région. Et donc l'Union africaine est venue dire son soutien, son accompagnement, pour que ces élections puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Et on a parlé à toute la classe politique, tous les acteurs, pour leur dire que c'est leur responsabilité et que chacun doit jouer sa partition pour que ces élections puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Une mission qui intervient à 4 mois du scrutin présidentiel. La délégation a fait le tour des principaux acteurs, notamment la CEI et les partis politiques. Le directeur régional de la sécurité à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, en fin de mission, a été décoré hier jeudi de la médaille d'honneur de la police avec palme de l'État ivoirien. James Bloomer a été honoré à l'occasion d'une cérémonie solennelle. Elle a été organisée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ici à Abidjan. Pierre Dipomela, Tanguy Kona. En fin de mission, après 4 années passées en terre ivoirienne, James Bloomer, directeur régional de la sécurité à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, a été distingué pour son engagement constant
au renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays. Durant les 4 années consécutives qu'il a passées à la tête de la sécurité régionale en Côte d'Ivoire, James Bloomer n'a eu de cesse de renforcer la coopération bilatérale. Il a œuvré inlassablement à la mise en œuvre de programmes divers, contribuant ainsi de manière significative à l'amélioration de nos capacités de sécurité et à la formation de nos forces. Ému, James Bloomer a salué un partenariat fort, bâti sur la confiance, les valeurs partagées et la volonté d'agir ensemble. Minister, thank you for the opportunity to live and work in Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le ministre, de nous donner cette opportunité de vivre et de travailler en Côte d'Ivoire. I have enjoyed your country and the opportunity to. Well, I've enjoyed your country. J'ai beaucoup aimé votre pays. We have many things in common. Nous avons beaucoup de choses en commun. And I hope our relationship continues strong into the future. Et j'espère que nos relations vont continuer de façon plus forte. Cette distinction s'inscrit dans la tradition du ministère de l'Intérieur de récompenser ses partenaires stratégiques dans une dynamique de reconnaissance du mérite et de promotion de l'excellence. Le ministre a rappelé que les actions conjointes ont permis à la police ivoirienne de bénéficier en 2024 d'un soutien matériel important, notamment 2 véhicules blindés, 60 000 munitions et la formation de près de 200 agents. Pour 2025, un appui supplémentaire de $10 millions est attendu au titre de la lutte antiterroriste. Dans le cadre de sa mission de suivi et de valorisation des initiatives sociales en faveur des enfants et adolescents en situation de vulnérabilité, Nassene Batouré a visité hier jeudi le centre d'écoute et d'orientation situé dans la commune de Yopougon. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est imprégnée du vécu des pensionnaires, de l'évolution de leur processus de réinsertion sociale, non sans manquer d'encourager l'ensemble des acteurs de ce programme. Nadia Eja, Eric Kimou. À l'arrivée de la ministre Nassene Batouré au centre d'écoute et d'orientation des enfants en situation de rue de Yopougon, un accueil chaleureux lui est réservé. Une façon pour ces jeunes pensionnaires de l'établissement social d'exprimer toute la gratitude au gouvernement pour cette chance qui leur est offerte de grandir sereinement et sainement. Une lueur d'espoir rendue possible grâce aux équipes du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, PPEAV, qui travaillent d'arrache-pied pour créer un cadre de vie familiale. Les enfants que vous voyez, ça fait à peine 2 mois qu'ils sont là. Il y en a, le fait de ne plus voir leurs amis dans les rues, qui sont venus d'eux-mêmes. Cette année, depuis l'année, nous avons plus d'une vingtaine qui est venue d'elle-même. Et c'est ça notre objectif. Il y en a aussi qui sont sous l'effet des psychotropes. Donc nous travaillons avec la Croix-Bleue. Chargée de la protection des enfants au sein du gouvernement, Nassene Batouré a eu un échange franc avec ces jeunes qui lui a permis de s'imprégner de leur quotidien et de leurs rêves d'un avenir meilleur. J'ai été très heureuse de voir ces enfants aujourd'hui. C'est un processus assez long, mais un processus que nous prenons au sérieux. Dans ces centres, ils commencent à avoir de l'ambition. C'est à cause des soins au plan physique, au plan psychologique et la prise en charge qui font qu'ils arrivent encore à rêver. Parce que c'est des enfants que nous récupérons dans des conditions incroyables. Et aujourd'hui, vous voyez que la Côte d'Ivoire solidaire est une réalité. Personne n'est laissé pour compte. Avant de se rendre dans ce centre, la ministre de tutelle est passée par le centre d'écoute et d'orientation des enfants en situation de rue de Songon. Il sera ouvert dans les prochains jours pour renforcer la protection des enfants. En 2016, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime indiquait que 12% des Ivoiriens âgés de 15 à 64 ans étaient consommateurs de drogue. 9 ans plus tard, les jeunes de moins de 35 ans sont particulièrement touchés par ce phénomène, avec d'autres drogues multiples que je ne nommerai pas. L'organisation IYF a décidé de lutter contre ce mal inquiétant. Elle vient de lancer ce vendredi 13 juin les activités de son département anti-drogue. Le récit de Nadia Eja et Tanguy Kona. Aider les personnes dépendantes de la drogue à s'en sortir et les familles à se reconstituer, c'est la mission que s'est assignée l'ONG IYF en créant un département dédié à la lutte contre la drogue. Pour atteindre l'objectif, les activités se déclinent sur plusieurs niveaux. Il s'agira de former par des conférences
par des programmes, par des stratégies. Les élèves, les étudiants, les parents de personnes tombées dans la drogue, il s'agira de pouvoir amener les gens à pouvoir avoir une bonne mentalité. Cette conférence de lancement des activités du département antidrogue a vu la participation de nombreuses personnes venues pour la plupart témoigner des bienfaits de ce programme dont ils ont déjà bénéficié. Le cours de changement de mentalité, ils ont dit que nous sommes les leaders de demain. Mais quelqu'un qui se drogue, c'est peut être à la tête d'une entreprise. Qui peut le mettre à la tête d'une entreprise? Mais vu qu'ils ont mis l'espoir dans mon cœur en disant quoi, je ne suis pas né avec ça, je peux arrêter. Donc aujourd'hui, quand elle est venue à ce camp, elle a fait le cours de changement de mentalité. Et puis on nous occupe aujourd'hui, où j'ai fait sortir moi-même ma propre marque. Aujourd'hui, je suis vraiment fier parce que je suis occupé. Et vraiment, ma drogue aujourd'hui, c'est être au magasin, c'est pour des produits ça aujourd'hui. Chaque année, un camp mondial est organisé par l'organisation. Basée en Corée, l'ONG IYF s'occupe des questions liées à la jeunesse. Elle a pour devise défi, changement et cohésion. Et dans un tout autre chapitre, en prélude à la 10e édition du Forum africain de la finance islamique prévu à Dakar au Sénégal, un pré-forum s'est tenu en Côte d'Ivoire, qui est le pays invité d'honneur. Objectif, exposer les atouts de la finance islamique pour le financement des projets structurants des PME ivoiriennes et inviter les professionnels du secteur à participer au rendez-vous de Dakar. Moussa Nikema, Minatouré, Karine Kassi. À quelques jours de la 10e édition du Forum sur la finance islamique de Dakar, l'Institution africaine de finance islamique a tenu à Abidjan un pré-forum sous le thème « Mobiliser la finance islamique pour les projets stratégiques et les PME en Côte d'Ivoire ». Le but, c'était d'expliquer les enjeux aux acteurs du monde économique et financier de la Côte d'Ivoire, comme quoi la finance islamique, ce n'est pas seulement un petit compartiment, ce n'est pas seulement une affaire de religion, mais c'est un enjeu stratégique sur le plan économique et financier qui peut être utilisé comme levier de développement pour nos pays de l'UEMOA. La finance islamique, c'est un financement participatif qui encourage le détenteur de capital à investir avec la PME et en partageant les pertes et les profits. Les besoins de financement pour nos États et nos entreprises sont énormes. Notre secteur financier a besoin de se développer davantage et nous regardons justement la finance islamique comme un levier important qui pourrait offrir justement cette opportunité d'élargir la base d'investisseurs. Pour cette édition, c'est la Côte d'Ivoire qui est mise à l'honneur. L'idée pour la Côte d'Ivoire, c'est déjà à la base de diversifier ses investisseurs, donc d'élargir la base d'investisseurs. En termes de qualité de portefeuille, ça permet de gérer mieux les risques. Et donc l'État de Côte d'Ivoire, dans son souci de gestion active de sa dette, essaie de diversifier ses instruments de dette. Et c'est dans ce cadre que l'État essaie de participer à ce forum parce que l'État entend, dans les prochaines années, dans les prochains mois, lever ce type d'instruments. Les regards sont désormais tournés vers Dakar, où le Forum africain de la finance islamique se tiendra du 23 au 24 juin prochain avec l'ambition de consolider une finance éthique au service de l'économie africaine. Le général Wagondo Diomandé a reçu le pasteur Yayé Robert Dion, président fondateur de l'église baptiste Œuvre et Mission Internationale. Au cours de la rencontre qui s'est tenue hier jeudi, le responsable religieux a annoncé officiellement au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité l'organisation du jubilé de son église. Il se tiendra du 12 au 17 août 2025 et ce sera au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Pierre Dipomena, Tanguy Conan. Du 12 au 17 août 2025 au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, l'église baptiste Œuvre et Mission Internationale célèbre son jubilé. Un cinquantenaire, placé sous le signe de la paix, rassemblera selon les organisateurs plus de 60 000 fidèles. Une mobilisation importante qui nécessite la coordination avec les autorités étatiques, notamment sur les questions de sécurité. Le pasteur Yayé Robert Dion, président fondateur de l'église, est venu porter l'information au ministre en charge de la sécurité. Nous ne pouvons pas organiser une telle manifestation sans en informer l'État de Côte d'Ivoire. Et nous sommes venus officiellement pour informer Monsieur le ministre, qui est notre tutelle, le ministère de l'Intérieur est notre tutelle, mais en même temps représentant légal de notre gouvernement. Et nous sommes venus pour informer et puis leur demander leur caution, leur demander de nous accompagner
parce que nous allons rassembler plus de 60 000 personnes. 60 000 personnes, c'est pas... Il faut impliquer toutes les autorités. Le pasteur Yahya Robert Dion a aussi exprimé le souhait que le gouvernement soit représenté, voire présent, durant les célébrations. Dans le contexte d'une année électorale, le pasteur fondateur de l'Église a indiqué la dimension particulière de ce grand rendez-vous spirituel. Le général Assimi Goïta, qui dirige le pays depuis mai 2021, a désormais le feu vert pour continuer sa gestion pendant encore 5 ans sans aucune élection. Et il pourra renouveler son mandat au terme de ces 5 années. Cela a été rendu possible grâce à un projet de loi adopté hier jeudi par le Conseil des ministres tenu à Bamako. Faltia Koulibaly, Niki Mamoussa. Depuis août 2020, le Mali est dirigé par une junte militaire après un coup d'État mené par le colonel puis général Assimi Goïta contre le président élu Ibrahim Boubacar Keïta. Depuis, plusieurs étapes de transition ont été engagées, avec des promesses répétées de retour à un régime civil, mais sans aboutissement concret jusqu'à hier. Dans ce contexte de transition indéfinie, le Conseil des ministres maliens adopte un projet de loi constitutionnelle. Le projet de loi adopté s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des concertations des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur pour répondre aux attentes légitimes du peuple malien, notamment la révision de la charte de la transition en accordant au chef de l'État un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025, à l'instar de ses pairs de la Confédération AES. Ce mandat est renouvelable sans élection jusqu'à la pacification totale du Mali. Le projet de loi doit être encore voté, mais le processus déjà annoncé est désormais enclenché. Assimi Goïta sera à la tête du Mali, au moins jusqu'en 2030. Des pluies torrentielles ont frappé l'Afrique du Sud en début de semaine, provoquant des inondations et des glissements de terrain, des habitations englouties et la mort de plusieurs personnes. Le dernier bilan fait état de 78 personnes décédées, comme nous l'explique Nadia Ija. Quelques jours après les fortes pluies et les vents violents qui ont frappé la province du Cap-Oriental, en Afrique du Sud, le bilan s'est alourdi. Au moins 78 personnes sont décédées dans ces inondations. Plusieurs autres se sont retrouvées sans domicile. Quand nous sommes sortis de la maison, l'eau était au-dessus du genou, tous les meubles à l'intérieur flottaient. Nous venons de trouver 4 corps signalés dans une zone où nous intervenons pour aider les personnes vulnérables qui ont perdu leur maison. Les enfants n'ont pas leurs besoins primaires, pas de couches, ils n'ont pas de vêtements. Il n'y a pas de nourriture, en particulier pour les bébés qui ont besoin d'aliments spéciaux comme des aliments instantanés. Visitant une zone touchée par des inondations dévastatrices, dans la province du Cap-Oriental, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a mis en cause le changement climatique. Nous sommes très troublés par le fait que tant de personnes soient décédées, mais cela aurait pu être bien pire. Il s'agit pour nous d'un désastre catastrophique causé par le changement climatique. C'est maintenant notre nouvelle réalité. En tant que peuple d'Afrique du Sud, nous devons être plus sensibles au fait que le changement climatique est désormais un défi sérieux que nous devons affronter et traiter efficacement. Les recherches se poursuivent dans les zones touchées, une course contre la montre des secouristes pour espérer retrouver des survivants. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée et un bon week-end sur la nouvelle chaîne ivoirienne.